Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici les titres. Plusieurs personnalités d'institutions nationales et étrangères se sont succédées hier à la primature. Les échanges entre Madame le Premier ministre et ses responsables ont porté sur la coopération entre le gouvernement togolais et ses différents partenaires. Des échanges, il y en a eu aussi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le professeur Iyou Wateba a partagé hier, au cours d'une réunion avec les directeurs des services centraux, la feuille de route des actions prioritaires de son département. Les Guinéens appelés demain aux urnes pour élire leur prochain président face à Alpha Condé qui se présente pour un troisième mandat. 11 concurrents dont le principal opposant c'est le d'Alain Diallo. Mais coup de théâtre, certains membres de la CENI sortent de leurs réserves et dénoncent des manquements dans le processus électoral. Près de 700 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde en 2020, soit environ 10 millions de plus qu'en 2019. L'évolution de la pandémie et les scénarios de la croissance économique laissent entrevoir la possibilité que 83 à 132 millions de personnes de plus souffrent de la faim au cours de l'année. Devant cette réalité implacable, le thème de la Journée internationale de l'alimentation est plus que pertinent. Cultiver, nourrir, préserver ensemble, agissons pour l'avenir. Quel bilan de la FAO après son 15 ans d'existence? Nous en parlons avec M. Yetunde Djiwa. Il est le chef programme FAO. Et puis, les échos du palais et la revue de presse assurent également dans ce journal. Madame, Monsieur, à nouveau, bonjour. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a reçu hier les lettres de créance de 3 nouveaux diplomates. Il s'agit respectivement des ambassadeurs de l'Union européenne, Joaquin Tasso Villalonga, de France, Jocelyne Caballero, et de Suisse, Philippe Stedler. Les 3 diplomates ont, au cours de leurs entretiens avec le chef de l'État, dit vouloir renforcer la coopération et les liens entre leurs pays respectifs et le Togo dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines de la politique, de la sécurité, de l'économie, du social et de la culture. 4 personnalités ont été successivement reçues hier par la chef du gouvernement, Victoire Tomiga Dogbe. Il s'agit de l'ambassadeur de Suisse au Togo, du représentant du FMI au Togo, de l'ambassadeur de Chine au Togo et du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Avec le président de la HAC, M. Willy-Brand Pitalonani-Telou, il a été question lors des échanges du soutien et de l'accompagnement de la HAC au Premier ministre dans la réalisation de sa feuille de route. Monsieur Willy-Brand Telou Pitalonani, président de la HAC. C'est le bureau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a sollicité cette audience pour venir la féliciter pour sa nomination en tant que Premier ministre, chef du gouvernement par le chef de l'État. Nous sommes venus aussi la rassurer du soutien de l'ensemble des membres de la HAC et du personnel dans le cadre de la mise en œuvre de politique générale qu'elle a présentée à l'Assemblée nationale. Nous sommes aussi venus lui faire le point des activités que la HAC a menées dernièrement et naturellement nous avons discuté des sujets divers qui peuvent amener la presse en général et la presse togolaise en particulier à bien faire son travail. Et nous avons eu une écoute attentive de Madame le Premier ministre. La seconde audience est allée à l'ambassadeur de Chine au Togo, M. Xiao Weidong. Le diplomate chinois est porteur d'un message de félicitations du Premier ministre chinois portant sur le renforcement de la coopération bilatérale. M. Xiao Weidong au sortir de l'audience. J'ai profité de cette occasion pour transmettre un message de félicitations adressé par le Premier ministre chinois à son intention après sa nomination au poste de Premier ministre. Dans le message, le Premier ministre chinois
a exprimé la volonté de renforcer la coopération avec le Togo pour réaliser les objectifs du développement économique et social. Lors de la rencontre, j'ai un échange de vues très approfondi avec son Excellence sur les champs de coopération à venir. À mon sens, le secteur social sera le chantier prioritaire de cette coopération fraternelle, amicale, traditionnelle et fructueuse. Je ne ménagerai aucun effort pour faire en sorte que la population togolaise puisse tirer davantage de profit de cette coopération. Le représentant résident du FMI au Togo, Gilles Sampaouende Tapsoba, est la troisième personnalité reçue ce vendredi par Mme Victoire Tomega Dogbe. La nouvelle feuille de route du gouvernement, les différents engagements et les mesures d'accompagnement du FMI ont meublé les discussions. Représentant résident du FMI au Togo. Donc, nous sommes venus pour féliciter son Excellence le Premier ministre pour sa nomination, qui fait une fierté de toute la région, et aussi féliciter à travers son Excellence le Premier ministre le leadership du Président de la République pour avoir fait confiance à une équipe aussi compétente et cohérente. Et nous sommes aussi venus pour échanger, apprendre et prendre des conseils par rapport à la nouvelle feuille de route qui a été partagée avec le gouvernement et les différentes priorités et les différents engagements pris afin de nous impliquer en tant qu'institution comment nous pouvons accompagner efficacement le gouvernement togolais dans ses objectifs. Donc, ceci résume un peu les objectifs de notre demande d'audience et de visite à son Excellence, Madame le Premier ministre. Enfin, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a échangé avec l'ambassadeur de Suisse au Togo, M. Philippe Stalder. Les relations bilatérales entre le Togo et la Suisse étaient l'essentiel de ces échanges. M. Philippe Stalder à l'issue de l'entrevue. Mais aussi, on a parlé des relations bilatérales qui sont bonnes, qui sont amicales, mais qui ont encore le potentiel de grandir. Alors, on s'est échangé de la volonté de faire de plus, soit par une table ronde pour les investisseurs suisses, soit d'évaluer peut-être les possibilités pour une connexion aérienne directe entre la Suisse et le Togo une fois à l'avenir. Mais je suis très content encore une fois d'avoir vu le président de la République ce matin, le Premier ministre cet après-midi et aussi le ministre des Affaires étrangères hier après-midi. Merci beaucoup. Dans la coopération Suisse-Togo, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette coopération? Bon, on est déjà engagé avec quelques projets qu'on a fait au passé. Il faut savoir que la Suisse a sélectionné quelques pays de priorité. Là, peut-être c'est difficile de changer à court terme, mais on essaie de faire de plus, un peu pas. Ça sera pas une révolution, mais on essaie, oui, d'être plus actif et comptez sur moi que je fais le mieux pour réussir dans cette perspective. Merci beaucoup. Le ministre Iyu Wateba de l'enseignement supérieur et de la recherche partage avec les directeurs des services centraux la feuille de route des actions prioritaires de son département. En séminaire depuis hier, les principaux acteurs de ce ministère vont passer en revue les actions et les activités en cours de réalisation afin de faciliter la coordination de l'action ministérielle, d'améliorer le dialogue des institutions pour un meilleur pilotage politique, institutionnel et administratif. Autre objectif, revisiter les projets et programmes en cours, recenser les obstacles à la réalisation des activités et trouver des approches de solutions. Professeur Majesté Iyu Wateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Après notre prise de fonction, il est de bon ton que nous puissions rencontrer tous les directeurs des services centraux, de Lomé à Dapan, pour essayer de discuter les problèmes du département et aussi nous enquérir des programmes et projets en cours. Également, le point le plus important, c'était de partager avec les différents acteurs, les différents directeurs des services centraux, la feuille de route du gouvernement et surtout les projets qui nous sont confiés au niveau du département en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de cette gouvernance. Face à la pandémie mondiale liée au coronavirus, le ministre Ouatteba appelle à une nouvelle gouvernance. Il n'y aura pas de l'argent qui viendra de quelque part. Tous les pays, tous les États en même temps sont en difficulté. Nous devons pouvoir compter sur nos propres ressources, assainir les finances, assainir les dépenses pour que nous puissions continuer à financer le progrès. C'est des programmes très ambitieux, c'est difficile, mais nous n'avons pas le choix malheureusement, nous devons le faire pour pouvoir permettre à notre pays de toujours naviguer à flot. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette rencontre se veut un cadre de discussion des problèmes du département en vue de s'enquérir des programmes et projets des différents établissements. Après cette rencontre, une visite sera organisée prochainement dans les autres structures relevant de son département. La ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, a procédé le 15 octobre dernier à l'inauguration des marchés de type cantonal d'Awangome et de Boko dans la préfecture de Logou, réalisé à travers un accompagnement de l'Agence nationale de l'appui au développement à la base ANADEB aux communautés d'Awangome et de Boko. Ces infrastructures permettront d'avoir du stock à disposition et de vendre même hors saison, de réduire les risques de rupture de stock et d'améliorer la continuité et la permanence de l'activité. Les activités inscrites au programme de la première édition du mois de consommation locale se poursuivent à merveille, résolument engagé à faire du Made in Togo un outil non seulement de développement, mais aussi identitaire et promoteur des valeurs citoyennes. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale est depuis quelques jours sur le terrain, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, à la rencontre des producteurs. Jeudi dernier, le ministre en charge du commerce Kodjo Adedje et sa suite ont visité la coopérative de la Fédération des entrepreneurs pour la promotion de la consommation locale. Monsieur Adedje n'a pas caché sa joie et sa satisfaction face à ce retour aux pratiques ancestrales et dit sa disponibilité et celle de son ministère à accompagner la coopérative. Les Guinéens sont appelés aux urnes demain dimanche pour élire le prochain président de la République. En lice, le président sortant Alpha Condé, candidat pour un troisième mandat après l'adoption controversée d'une nouvelle constitution. Face à lui, 11 concurrents, dont son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Tout semblait prêt, mais à la veille du scrutin, certains membres de la CENI ont décidé de sortir de leurs réserves pour dénoncer des manquements dans le processus électoral. Mathias Bgbeni. L'affirmation de ces membres dissidents de la Commission électorale nationale indépendante est démentie par Mamadi Kaba, porte-parole de la CENI, pour qui tout est fin prêt pour l'élection présidentielle demain. Et comme si ça ne suffisait pas, 4 commissaires de l'institution signent une déclaration dans laquelle ils énumèrent sur 5 pages des manquements et violations présumées du code électoral. Selon eux, les partis politiques ne disposeraient d'aucun élément de preuve s'ils veulent contester juridiquement certains résultats. Leur rapport pointe également des doublons, des électeurs avec plusieurs cartes, mais aussi des cartes qui auraient disparu dans certaines localités.
En conclusion, le doute s'installe sur la crédibilité du processus, ce qui ouvre la porte à de probables contestations post-électorales. Ce scrutin intervient au lendemain d'une campagne qui a démarré timidement et qui s'est révélée beaucoup plus animée ces 2 dernières semaines. Elle a notamment été marquée par des incidents sporadiques par endroits, dont des véhicules et maisons incendiées. Ces violences ont été unanimement condamnées par les autorités locales et les partis politiques. En Côte d'Ivoire, les électeurs devront, attendre encore quelques 2 semaines pour se rendre aux urnes. Et déjà, le président ivoirien sortant Alassane Ouattara a lancé hier sa campagne en vue de la présidentielle du 31 octobre prochain dans la 2e ville du pays devant plusieurs milliers de personnes. De l'autre côté, Henri Konan Bédié et Pascal Lafing-Guessan, 2 des 4 candidats en liste, ont appelé leurs militants à empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre du boycott actif. Un mot d'ordre qui a été suivi hier dans quelques localités où la distribution des cartes électorales a été perturbée. Le procès dans l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara en 1987 et de ses 12 compagnons pourrait s'ouvrir l'année prochaine. Après plusieurs années, le juge d'instruction en charge du dossier au tribunal militaire a fini son travail et rendu une ordonnance dans laquelle figurent les charges et les personnes poursuivies à la chambre de contrôle. L'un des avocats de la famille souligne qu'il ne s'agit plus de revenir sur les faits, mais uniquement de voir si la procédure pénale a été respectée de bout en bout et si les droits de la défense ont été respectés. Et nous abordons la 2e partie de ce journal. La journée mondiale de l'alimentation a été célébrée hier. Elle est une des manifestations les plus suivies sur la planète parce que justement l'accès à l'alimentation pour tous et de qualité est un enjeu majeur. Malgré les avancées de la FAO qui fête son 115e anniversaire, elle dresse un bilan somme toute mitigé. Et la pandémie du Covid-19 tente à freiner ses efforts aux côtés des États. Actuellement, plus de 2 milliards d'êtres humains n'ont pas un accès régulier à une alimentation ni en quantité suffisante et moins encore en qualité. Cependant, la FAO entend poursuivre ses objectifs fin zéro d'ici 2030 au Togo. Est-ce possible? Nous recevons ce samedi pour nous en parler M. Oye Toundé Diwa. Il est le chef programme FAO. Il est interrogé par Odette Bira. Monsieur Oye Toundé Diwa, bonjour. Bonjour. La FAO accompagne les nations depuis 1945 pour une fin zéro dans le monde. Soit 15 ans après, quel bilan faites-vous dans l'ensemble et plus particulièrement au Togo? Merci beaucoup. Soit 15 ans après, le bilan a montré que le monde a progressé en termes de lutte contre la faim et surtout les dernières années avant 2015. Le nombre de personnes souffrant de la sous-alimentation au monde avait beaucoup diminué. Mais malheureusement, à partir de 2015, le monde a constaté que le nombre de personnes souffrant de la sous-alimentation a commencé par augmenter. Et cela est dû à plusieurs chocs, notamment les changements climatiques, les crises, les guerres un peu partout. Et on pense que même si on a fait assez d'efforts pour libérer le monde de la faim, il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes, plus de 800 millions de personnes qui sont en situation de sous-alimentation, près de 2 milliards d'individus qui n'ont pas accès à une alimentation saine et adéquate. Donc cela veut dire qu'il y a du travail à faire. Si nous prenons le cas de notre pays, le Togo, en 1992, la proportion de la population togolaise qui souffrait de la sous-alimentation était estimée à 32% de la population. Si on considère le fait que cette population croît chaque année et que en 92, si nous étions 4 millions, en 2012, nous étions un peu plus de 6 millions. Et
on a constaté que on a réduit de moitié cette proportion-là. On était à moins de 16% de la population qui souffrait de la sous-alimentation. Si on se souvient, mais c'est cela même qui a valu le prix qu'a décerné la FAO à l'époque à un certain nombre de pays, dont le Togo, qui ont œuvré à diminuer de moitié la proportion des personnes qui sont en situation de sous-alimentation. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ce nombre a commencé par augmenter depuis 2015 malheureusement. Et au Togo, nous sommes aujourd'hui à près de 18% de la population qui est en situation de sous-alimentation. Donc le bilan, il est un peu mitigé. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais les crises, que ce soit les crises sociopolitiques, que ce soit les chocs climatiques, les inondations, les sécheresses, les invasions de criquets pèlerins, de maladies, etc., ont fait que tout cet effort-là qui était constaté a un peu sapé et puis le nombre malheureusement de personnes qui souffrent de la faim a augmenté. Et bizarrement, avec la pandémie, on estime qu'il y a encore sur les 800 millions de personnes qui étaient en situation de sous-alimentation, il y a encore au moins 130 millions qui se sont ajoutés à cause de la pandémie. Alors, face à ce bilan, quelles sont les attentes de l'institution pour les nations? Face à ce bilan, la FAO reste toujours engagée sur les idéaux, sur sa mission, son mandat à la création, qui est de mettre fin à la faim dans le monde, de libérer le monde de la faim. C'est pourquoi les objectifs stratégiques pour lesquels la FAO travaille tous les jours, et ce depuis 2013, à la suite des réformes, sont restés d'abord contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, qui est le premier objectif, rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus productive et plus durable, réduire la pauvreté rurale, favoriser la mise en place des systèmes agricoles et alimentaires ouverts et efficaces. Et le cinquième objectif, c'est améliorer la résilience et les moyens d'existence face aux catastrophes. Ces 5 objectifs stratégiques guident l'intervention de la FAO dans le monde et chaque pays s'en inspire pour bâtir son cadre de coopération. Et au Togo, nous sommes focalisés essentiellement sur 3 domaines principaux et ça, c'est à la suite des négociations et de la planification avec le ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des forêts, puisque notre mandat est assez large, couvre tout ce qui est développement rural, promotion de la femme rurale, foresterie, élevage, la pêche. Vous voyez, ce n'est pas, aujourd'hui même quand vous regardez dans le gouvernement, ce n'est pas un seul ministère, c'est 3 ou 4 ministères qui sont fondamentalement concernés. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Covid-19 tend à freiner les efforts des pays, surtout les pays en développement. Faut-il s'attendre à une faim généralisée dans ces pays? La Covid-19 a fait augmenter le nombre de personnes en situation de sous-alimentation. On compte aujourd'hui près de 130 millions d'individus supplémentaires qui sont en situation de sous-alimentation. Mais le message, c'est que ce n'est pas une situation apocalyptique. Le monde peut venir à bout de cette situation. Madame, aujourd'hui, on pense que le gaspillage alimentaire au monde seul est un facteur important sur lequel, si on travaille, on peut réduire le nombre de personnes qui sont en situation de sous-alimentation. On a comparé le gaspillage alimentaire comme un pays. S'il était un pays, ce gaspillage alimentaire, il serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre au monde, après les 2 gros pays émetteurs. Ça veut dire que pendant que nous crions qu'il y a la faim, qu'il y a des personnes qui souffrent de faim, il y a à côté des systèmes alimentaires qui font que nous gaspillons une bonne partie du disponible alimentaire qui pouvait servir aux autres. Donc, l'intervention de la FAO et de tous les autres partenaires dans cette situation de Covid, c'est de faire en sorte que cette crise sanitaire qui frappe durement le monde ne se transforme en une crise alimentaire. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année est très éloquent et indicateur. Cultiver, nourrir, préserver ensemble. Nous devons cultiver. Et pour cultiver, on nous rappelle que les hommes ont domestiqué plus de 3000 variétés culturelles. Malheureusement, il n'y a que 9 espèces aujourd'hui que tout le monde utilise comme aliment et qui représentent 66% de tout ce que nous mangeons. Et on peut les citer. Quand vous prenez le maïs,
vous prenez le blé, vous prenez le manioc. Quand on les cite, une dizaine de cultures, c'est fini. Alors, les hommes ont pu domestiquer plus de 3000 variétés. Qu'est-ce que nous faisons des autres? Les différentes niébés qui étaient là, les différentes variétés de sorgho, tout ce que nous connaissons dans nos terroirs. En les perdant, on perd une bonne partie de la biodiversité. On a changé drastiquement les systèmes alimentaires et on s'est focalisé sur un très peu de variétés de cultures que nous mangeons. Aujourd'hui, le fonio, on l'a abandonné, par exemple, au Togo. Et Dieu merci, les politiques font qu'aujourd'hui, toutes ces variétés, il faut les valoriser. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous saluons le mois de consommer local qui est initié. Parce que on ne peut pas bâtir notre alimentation seulement sur 10 cultures au monde. Donc, est-ce que le monde est capable de venir à bout de la faim? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ensemble. C'est ensemble qu'on doit travailler pour éliminer la faim au monde. Dans le programme de politique du gouvernement pour la période 2020-2025, l'accent est mis aussi sur la relance de l'agriculture. Que compte faire la FAO pour accompagner le Togo? La FAO a défini avec le gouvernement les domaines prioritaires. D'abord, face à la Covid, il y a un plan de riposte agricole qui permet de rendre disponible tout ce qui est intrant agricole dans le pays. Puisque on sait aussi que le transport, la commercialisation, les échanges sont bouleversés. Donc, il faut faire en sorte que tout ce qui est intrant, semences de qualité, tout ce qui est matériel agricole puisse être accessible par les populations, par les agriculteurs. Et la FAO s'engage aux côtés du gouvernement pour y travailler là-dessus. Il faut définitivement asseoir des chaînes de valeur agricole et promouvoir la transformation locale. La FAO s'est engagée déjà en travaillant beaucoup avec les femmes parce que nous avons remarqué que si les hommes sont dans le maillon de production, on retrouve les femmes beaucoup dans la transformation. Et c'est dans la transformation, dans l'étiquetage, dans la commercialisation qu'on va donner un peu plus de valeur ajoutée à nos produits et permettre aux Togolais de pouvoir trouver des produits agricoles transformés au Togo, mais de bonne qualité, qui ont fait l'objet de tests dans les laboratoires qui certifient ces produits, ces aliments sont sains. Donc, le dernier point sur lequel la FAO donne priorité, c'est tout ce qui est préparation en cas de peste, donc de maladies des plantes ou des maladies animales. Et vous vous rappelez que depuis 3 ans, nous avons fait beaucoup sur la lutte contre la chenille légionnaire d'automne parce que les agriculteurs et les agricultrices ont beau produit, ont beau semer, ont beau travail. S'il y a des maladies, s'il y a des insectes qui viennent ravager, ça décourage. Il faut trouver des solutions. Il faut apporter aussi l'information, les bonnes pratiques sur comment gérer ces pestes pour que les gens ne courent pas vers l'utilisation abusive des pesticides, des insecticides pour vouloir lutter contre ces insectes, créer d'autres problèmes de santé publique. Fin zéro d'ici à 2030 au Togo, selon les Nations Unies, est-ce possible? Ce matin, le discours du coordonnateur du système des Nations Unies au Togo lors de la GMA a précisé cela, que l'ensemble des partenaires du Togo sont convaincus que la fin zéro est possible au Togo d'ici 2030 si l'engagement politique qui est là est maintenu, si tous les acteurs se mettent ensemble, si les différentes filières agricoles qui sont identifiées sont organisées en fêtières, si nous transformons localement, si nous augmentons la productivité des sols, et vous voyez tout le travail qui se fait sur la cartographie des sols du Togo pour mieux connaître le potentiel et savoir de manière raisonnée quelle fertilisation apporter. Nous pensons que si ce cap est maintenu et que des catastrophes inattendues ne surviennent pas, oui, le Togo est capable de parvenir à la fin zéro. La notion de parvenir à un monde libéré de la faim à fin zéro, c'est parvenir à réduire de moins de 5% la proportion de personnes qui sont en situation de sous-alimentation. Pour terminer, la FAO prend en compte le genre pour lutter contre la pauvreté. Quel message avez-vous à l'endroit de la gente féminine dont les actions sont actuellement impactées par la COVID-19? Depuis 2013, la FAO a sa politique en matière de genre que nous essayons de promouvoir partout. Avec la pandémie, surtout les 3 premiers mois, la plupart
charge des unités de transformation ont cessé. Parce que même les marchés sur lesquels ils vont vendre les produits n'existaient plus. Comment transporter les produits d'un lieu à un lieu B, c'était pas possible. Mais nous pensons qu'avec toutes les mesures barrières qui sont mises en avant aujourd'hui, avec la situation plus ou moins maîtrisée de la pandémie aujourd'hui, le message fort à l'endroit des femmes, c'est que nous devons vivre maintenant avec la Covid, travailler, continuer par travailler, mais en respectant les mesures barrières, en renforçant les mesures de bonnes pratiques et d'hygiène de production de denrées alimentaires, en réorganisant nos systèmes de travail et de transformation pour que nous continuions par mettre à la disposition de la population des produits sains, des produits de bonne qualité. Monsieur Oyetunde Diwa, merci. Merci beaucoup, madame. Le nommé Ehike, vendeur de friperie, a été interpellé pour trafic international de drogue à haut risque. Conduit devant la cour d'assises pour y être jugé, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. Le nommé Ehike demeurant et domicilié au Nigeria est un commerçant de friperie. Il achète les friperies au Togo et les revend au Nigeria. Au courant mois de novembre 2012, il s'est rendu à Afla au Ghana où il acheta 12 pains de cannabis d'un poids total de 12 kg qu'il dissimula dans une valise et embarqua à bord d'une voiture de transport en commun en direction du Nigeria. Au cours d'un contrôle de routine à la frontière de Sanvikonji, la valise et son contenu illicite furent découverts, puis Ehike fut interpellé. En enquête préliminaire comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de trafic international de drogue à haut risque qui lui sont reprochés. Mais les renseignements recueillis à son sujet sont favorables. Selon le témoignage du sieur Sylvestre, un oncle de l'inculpé, ce dernier est décrit comme un homme sérieux et de très bonne moralité. Le rapport d'expertise mentale en date du 21 juillet 2013 révèle aussi un sujet qui ne présente aucune anomalie mentale ou psychique constituée. Même si les renseignements recueillis à son sujet lui sont favorables, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé à l'audience du 9 mars 2016. On se retrouve samedi prochain. Aussitôt nommé, le gouvernement Victoire Toméga Dobé a pris le taureau par les cornes. 2 rencontres de haut niveau se sont déroulées au cours de la semaine sur la feuille de route du gouvernement pour au moins 3 ans. Revue de presse, Léontine Atogima. Le palais de la présidence de la République a abrité en moins de 112 heures 2 séminaires gouvernementaux, l'un consacré à la nouvelle feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années et l'autre au budget programme. Un démarrage en trompe du nouveau gouvernement qui laisse les Togolais admiratifs et rêveux, relate Arakiri. Les membres du gouvernement ont pris des engagements écrits de travailler pour la réalisation de la vision de développement exprimée par le président de la République, explique l'Union pour la patrie. Selon Togo Matin, grâce à ces feuilles de route sectorielles, les Togolais peuvent désormais contrôler l'action gouvernementale. Le quotidien privé poursuit et émet le vœu que cette innovation qui s'impose et s'inscrit au sommet de l'État se poursuive pour le bien-être des Togolais. Séminaire gouvernemental, l'exécutif togolais, préoccupé par la recherche des résultats pour le bonheur de tous, renchérit les veilles de la nation. Le journal Économie et Développement exhorte les ministres à se mettre le plus tôt possible au travail pour une gestion axée sur les résultats. Un avis que partage l'humanité après le séminaire gouvernemental Place au travail pour sortir les Togolais de la misère. Arakiri revient et relate que les ministres sont attendus sur le terrain de l'action. Tout compte fait, relève le médium, chacun des ministres du gouvernement Dobé sait à quoi s'en tenir pour le temps qu'il fera partie de l'exécutif. Le credo à partir de ce moment est celui de gouverner autrement en mettant au cœur de la gouvernance la responsabilité, le travail, l'efficacité et le compte rendu, poursuit l'hebdomadaire.
que ce scénario répétitif auquel assistent les Togolais à chaque nomination de Premier ministre et de formation de gouvernement ne se reproduise plus pour ce quatrième mandat, souhaite ECHO du pays. Culture d'excellence et obligation de résultat, rappel chronique de la semaine à l'exécutif. La grosse pression trouve le libéral. Les tâches sont partagées. Maintenant, à quand la déclaration des biens des membres du gouvernement, s'interroge le changement. En attendant cet exercice très attendu par les populations, les regards sont tournés sur le train ANC qui reprend service. Remobilisation, synergie d'action, le parti de Jean-Pierre Fabre retourne au front, annonce liberté. ECHO du pays abonde dans le même sens. 10e anniversaire du parti Orange, un conseil national pour relancer le parti. Dubitatif, l'hebdomadaire Le Dialogue se demande si Jean-Pierre Fabre et son équipe pourraient-ils se relancer après leur débâcle à la dernière élection présidentielle. Nécrologie pour finir, le Togo de nouveau en deuil, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Fambaré Nachaba, a tiré sa révérence. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Pluriel. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Le lavage de mains est un geste simple, mais d'une nécessité universelle. Dr Tosa Kakou nous explique. L'importance du lavage régulier des mains, je vais vous dire d'abord sur le plan historique, sur le plan institutionnel, que c'est l'un des gestes d'hygiène qui a fait l'objet d'une journée internationale de promotion. Depuis fort longtemps, même avant coronavirus, la communauté internationale, y compris la communauté des scientifiques, ont compris que le lavage des mains est devenu une nécessité de tous les temps, une nécessité universelle. Donc, nous l'appelons la règle d'or, le lavage des mains. Le lavage des mains à l'eau et au savon permet donc d'éliminer tous les micro-organismes que nous ramassons durant nos activités quotidiennes, que ce soit les microbes, que ce soit les parasites, que ce soit les virus qui sont très nombreux et beaucoup ne causent pas tellement de mal, mais il y en a qui font tellement de mal, comme le virus du Covid-19 que nous subissons et combattons tous. Donc c'est une règle très très importante qui doit être promue même après Covid-19, puisque nous devons nous attendre à beaucoup d'autres épreuves sanitaires. L'histoire du monde le montre à satiété. Nous disons le lavage des mains, mais nous savons que un lavage usuel n'élimine pas forcément tous les déchets qui peuvent s'accumuler sous les ongles. Il faut se couper les ongles justement, parce que un lavage hâtif ne nettoie pas sous les ongles quand surtout ils ont poussé et que on a fait plusieurs activités. Donc pour couper court, il faut couper court les ongles. Pour freiner la propagation du coronavirus, le lavage des mains est une règle d'or. Gardez l'écoute. La pub.